Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'École supérieure Mohamed VI d'ingénieurs en sciences de la santé, Université Euromède de Fès et Université internationale de Rabat, UIR. Bonjour à vous tous. De quoi demain sera-t-il fait, surtout quand il s'agit des lendemains de profession? Demain, c'est déjà aujourd'hui. Et nous sommes nombreux à nous interroger si les métiers, par exemple, en vogue aujourd'hui seront ou non d'actualité demain. Quand il s'agit de métiers d'avenir, la question peut paraître anodine. En revanche, elle peut se révéler existentielle, il faut le dire, pour bon nombre d'étudiants en fin de parcours universitaire. Et c'est notre objectif, justement, que de leur apporter à l'heure des experts des éléments de réponse. Pour cela, j'ai le plaisir d'avoir autour de moi le professeur Basma Djioudi. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes directrice de l'École supérieure Mohamed VI d'ingénieurs en sciences de la santé. Avec nous également le professeur Taoufik Louazani, vice-président de l'Université Euromède de Fès. Professeur Louazani, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et nous avons également Si Mustafa Fakir, doyen de la School of Aerospace and Automotive Engineering. Il n'y avait pas moyen de traduire ça en anglais, ça aurait été peut-être beaucoup plus simple dans un pays un peu francophone comme le Maroc. Merci beaucoup en tout cas, Si Fakir, d'avoir répondu à notre invitation. Madame, Messieurs, donc merci encore une fois d'être là. Madame Djioudi, je commence par vous. Je vais commencer peut-être par une question toute simple, en fait, c'est en matière de présentation. Quelle est un peu la spécificité un peu de l'organisme, de l'école que vous représentez aujourd'hui? Alors bonjour, tout d'abord merci pour l'invitation. L'École supérieure Mohamed VI d'ingénieurs en sciences de la santé relève de l'Université Mohamed VI des sciences de la santé et appartient à un écosystème qui est la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé. Donc l'école forme des ingénieurs, je dirais, en sciences de la santé avec plusieurs filières qui sont proposées. Donc il y a le parcours classe préparatoire de 2 années et puis chaque étudiant il aura le choix entre les 4 filières proposées qui sont le génie biomédical, tout l'aspect, je dirais, maintenance, installation des équipements biomédicaux au niveau des établissements sanitaires. Et puis, il y a la filière bioinformatique, qui est l'application pure et dure de l'intelligence artificielle dans les sciences biologiques, dans le secteur de la santé. Et puis, la 3e filière qui est le génie digital, qui est développée principalement pour accompagner le chantier de digitalisation du secteur de la santé aujourd'hui au Maroc. Et puis, la 4e filière qui est le génie technologie médicale et industrie pharmaceutique et cosmétique. Donc, aujourd'hui, l'école offre une offre de formation qui est riche. Donc, il y a le parcours ingénieur d'État, mais il y a aussi le système LMD, donc c'est la licence et le master, et on a développé presque les mêmes filières dans les 2 systèmes. Les étudiants bénéficient de bourses? Alors oui, bien sûr, au niveau de l'université et grâce au soutien de la Fondation, nous proposons 2 types, je dirais, de bourses. Une bourse d'excellence qui est offerte pour les étudiants qui ont un profil excellent et qui couvre les frais de scolarité. Et puis une bourse sociale, comme je dis, donc c'est une bourse qui peut aller de 0 à 100%. Et cela dépend de niveau social et l'étude de dossier de chaque étudiant. Alors il n'y a pas de filière aéronautique. Je vous pose la question comme ça d'une manière un peu assez rigolote parce que là je me tourne directement à Si Fakir. Justement, quel rôle joue, justement, on parlait depuis tout à l'heure de la formation d'une manière générale, quelle est un peu la teneur, le poids d'une manière générale, surtout dans notre pays, à l'heure actuelle, depuis, on va dire une vingtaine d'années, le rôle de la formation dans ce domaine-là, quand même, qui est le domaine de l'aéronautique, qui est quand même un domaine assez pointu? D'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité. En fait, la formation joue un rôle très très important. On pourrait dire aussi que les investisseurs sont plus enclins à s'installer dans un pays où il y a un important bassin de talents bien formés.
Et c'est pour ça qu'à l'UR, on a créé la School of Aerospace and Automotive Engineering en 2011, en partenariat avec des universités américaines de renom. Donc il y a le Georgia Tech et il y a le Mississippi State University. Donc Georgia Tech, il est connu par son programme en aérospatial, et aussi Mississippi State University, ils ont notamment le programme de Mechanical Engineering, et aussi ils ont des laboratoires très connus, le CAVS et le RASPET. Donc c'est un programme de 5 années avec classe prépa intégrée et cycle ingénieur. Donc c'est un programme de 100% en anglais, avec la possibilité d'avoir une double diplomation. Donc les étudiants ils passent 4 années au Maroc, et la 5e année ils ont la possibilité soit de continuer ici chez nous ou bien de partir chez l'un de nos partenaires. Et récemment on a eu aussi l'accréditation CTI, ce qui voudrait dire que le diplôme d'un lauréat serait équivalent à un diplôme français. Comment expliquer que les jeunes s'intéressent énormément justement à cette filière, l'aéronautique, qui fait rêver d'une manière générale, et surtout comment expliquer que justement ce programme, cette profession s'est fait véritablement une place dans un pays comme le nôtre et en si peu de temps, encore une fois, allez, on va dire depuis une vingtaine d'années? D'abord, c'est en fait, c'est parce qu'il y a un besoin énorme dans le marché marocain. Donc parce que l'aéronautique, ça c'est devenu la locomotive de l'économie marocaine. Et aussi, ça implique beaucoup de technologies de pointe. Et en plus, les étudiants, ils ont la possibilité d'avoir ce double diplôme qui leur permet de travailler dans plusieurs industries. Donc, parce que comme on sait, l'aérospatiale, c'est une formation très multidisciplinaire. Donc, ça permet de toucher à plusieurs disciplines. Professeur Louazani, on parle depuis tout à l'heure donc de biomédical, de l'aéronautique. Ce sont véritablement en fait des métiers d'avenir. Là aussi, c'est un créneau sur lequel le Maroc parie de plus en plus depuis quelques années. Mais est-ce qu'on peut dire véritablement qu'il existe en particulier un métier d'avenir, et surtout quel est peut-être aujourd'hui, comment expliquer son concept aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que voilà, c'est devenu une vraie valeur marchande? Alors, bon, vous savez, le Forum économique international publie toutes les 4 années un document qui est en fait une enquête menée auprès d'un certain nombre d'entreprises dans le monde. Et la dernière édition, la 4e édition, intitulée précisément Future Jobs, précise exactement les métiers d'avenir. Et les métiers d'avenir, bien sûr, ils sont très dynamiques, mais ils sont généralement ancrés à des secteurs qui sont des secteurs en croissance. Et ces secteurs ont été clairement définis dans ce rapport. Bien sûr, tout ce qui est informatique, digital, IA en particulier, mais également les énergies renouvelables en particulier, le domaine de la santé, le domaine de l'éducation et de la formation, c'est également un secteur en croissance, et bien entendu tous les secteurs liés aux arts et à la production digitale, à l'industrie culturelle de manière générale. Et bien entendu, cette notion de métier d'avenir qui ne veut pas forcément dire métier attractif. C'est un pari en fait. En fait, l'idéal serait que le métier d'avenir soit un métier attractif pour ceux qui l'exercent. Mais pour un pays comme le Maroc, c'est un pari risqué d'une manière générale. Oui, mais le Maroc a fait des choix. Autre. Comme vient de l'expliquer mon collègue, le Maroc a fait des choix. Il y a évidemment des orientations stratégiques. Dans le domaine industriel, le Maroc a fait le choix de développer son infrastructure en termes de construction automobile, de construction aéronautique. Il a fait le choix des métiers mondiaux du Maroc que nous connaissons aujourd'hui, mais il a également d'autres chantiers. Et il est de notre devoir en tant qu'université d'accompagner les grands projets structurants de notre pays.
Et la santé est un de ces grands chantiers. Nous vivons une véritable transformation, une véritable réforme de notre système de santé grâce à l'initiative de Sa Majesté, avec une forte digitalisation de ce secteur, notamment pour la généralisation de la couverture médicale de la population. Donc, il est de notre devoir en tant qu'organisme de formation et de recherche d'accompagner, bien sûr, les grands projets structurants de notre pays. Et la santé, comme le digital et comme d'autres secteurs, le Maroc a fait le choix d'être un hub portuaire. Il développe aujourd'hui ses ports, il développe ses infrastructures autoroutières, ferroviaires. Il y a une politique volontariste de Sa Majesté envers l'Afrique. Nous devons également accompagner cette volonté politique de s'ouvrir sur les pays frères et amis de l'Afrique, sur tous les pays d'Afrique de manière générale. Et ceci nous engage en tant qu'établissement de formation et de recherche pour développer cela. Et à l'image des autres universités, l'Université Euromède, qui est une université pluridisciplinaire, en ce sens qu'elle dispose déjà d'un pôle des sciences de la santé, avec une école biomedtech, exactement avec à peu près les mêmes spécialités que les vôtres, en plus évidemment d'une faculté de pharmacie, de médecine, de sciences infirmières et de techniques de santé, et de médecine dentaire. Mais également, elle a aussi un volet ingénierie et architecture, avec une école d'architecture connue aujourd'hui, reconnue parmi les meilleures écoles de formation en architecture, design, urbanisme au Maroc. Une Polytechnic School qui fait du génie mécanique, de la mécatronique et qui s'ouvre effectivement sur des métiers comme l'aéronautique, comme l'automobile. Ces métiers exigent d'abord une forte connaissance des outils de conception et nous avons développé un partenariat stratégique avec Dassault Systèmes et grâce à ce partenariat, nous disposons aujourd'hui d'une plateforme de conception et de fabrication de systèmes par ordinateur qui s'appelle la 3D Expérience. J'imagine que l'UIR en dispose également. C'est un outil incontournable quand il s'agit de former des ingénieurs mécaniciens ou électroniciens dans ce domaine-là. Et puis nous avons le dernier pôle qui est le pôle des sciences humaines et sociales dans lequel nous avons une business school, nous avons un institut des sciences juridiques politique et une faculté des sciences humaines et sociales. Cette pluridisciplinarité ouvre le champ à plusieurs métiers dans tous ces secteurs et évidemment il appartient aux jeunes bacheliers de choisir le métier qu'ils souhaitent. Il faudrait que ce soit un métier d'avenir et tout le travail de l'université est de pouvoir faire une veille dynamique sur les métiers d'avenir de manière à imaginer les formations et surtout les compétences en mesure de satisfaire ces métiers d'avenir. Et bien entendu, c'est un exercice délicat, mais c'est un exercice indispensable. Qu'est-ce qui reste? Allez-y, Madame. J'aimerais bien rebondir sur l'intervention du professeur. Alors, par rapport au choix des étudiants, je pense qu'il n'y a pas vraiment un métier d'avenir. Par contre, ils choisissent les métiers d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, en tant qu'acteurs d'enseignement, dans la formation, on a ce devoir d'anticiper le besoin, de suivre les rythmes d'évolution. À partir du métier d'aujourd'hui. Oui. En fait, c'est à nous d'anticiper et préparer les offres de formation pour répondre aux besoins d'avenir qui va être un besoin d'aujourd'hui pour les étudiants. Mais en prenant le cas du biomédical que vous avez évoqué tout à l'heure. Justement, j'allais donner l'exemple par l'école de biomédical. Il a commencé en 2014. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on est avec la promotion de cette année, on sera avec plus de 800 lauréats entre techniciens et ingénieurs. Et aujourd'hui, on voit, alhamdoulilah, que ces ingénieurs, que ces techniciens qui sont là, qui sont au niveau des entreprises, qui sont au niveau des établissements sanitaires, qui sont en train d'accompagner ce changement, cette transition du secteur de la santé. Mais qu'est-ce qui est fait concrètement, justement, pour pouvoir peut-être susciter l'intérêt sur une filière plutôt qu'une autre? Justement, déjà, le fait de faire partie d'un écosystème comme la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé, on a les hôpitaux, on a les différentes entités qui travaillent dans le secteur de la santé. Donc, depuis le démarrage de ce projet, on comprend ce qui se passe au niveau du secteur de la santé, ce qui nous a permis d'anticiper
d'anticiper le besoin en termes justement d'ingénieurs biomédicaux qui sont aujourd'hui sur le marché et qui œuvrent dans la transformation, je dirais, de ce secteur. Donc moi, personnellement, par rapport au choix des étudiants, je pense qu'ils ils choisissent plus les métiers d'aujourd'hui plutôt que les métiers d'avenir. Et c'est à nous d'anticiper ce besoin et proposer les offres de formation qui vont répondre. C'est curieux quand même d'entendre de parler de métiers d'aujourd'hui pour pouvoir aiguiser, j'allais dire, l'appétit pour les métiers de ce que l'avenir en tout cas pourra offrir. Sifakir, quand vous interrogez les étudiants, par exemple, qui s'intéressent effectivement au domaine de l'aéronautique, quand vous leur dites, par exemple, pourquoi vous intéressez-vous peut-être à ce secteur bien précis, qu'est-ce qui vous avance, qu'est-ce qu'ils vous disent comme motivation? Il n'y a pas uniquement que les salaires, j'imagine. Oui, effectivement, il n'y a pas que le salaire, parce qu'en fait, il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu. Donc, il y a la possibilité de contribuer dans un secteur phare de l'économie nationale. Il y a aussi la possibilité de travailler dans des projets stimulants de grande envergure et aussi de travailler dans des groupes multinationaux. Et il y a aussi un autre aspect qu'on néglige un peu au Maroc, c'est la passion. Donc parfois on suit sa passion, même si j'ouvre une petite parenthèse, je pense que souvent on se focalise sur l'enseignement supérieur avec beaucoup de réformes, mais je pense qu'il faut vraiment voir l'amont. Donc en fait, il faut, parce que je parle en connaissance de cause, parce que j'ai fait toutes mes études en Italie, j'étais exposé aussi au système britannique. Donc là, on essaye d'exposer dès un jeune âge les élèves aux différents métiers. Donc on essaye de cultiver l'esprit critique et aussi on aide les enfants à découvrir leur passion. Et donc ça, c'est très important parce qu'en fait, ça permet aux étudiants d'avoir cet esprit critique et de ne pas se limiter à mémoriser les choses et à découvrir leur passion. Donc c'est très important. Quand on fait quelque chose qu'on aime, on va se donner à fond et on va réussir. Donc c'est ça ce qu'il faudrait à mon sens pour progresser d'une manière radicale. Sylou Ouazzani, je vous ai vu réagir justement au fait que Sifakir parlait de la focalisation sur l'enseignement supérieur. Vous avez parfaitement raison parce que nous recevons des jeunes bacheliers. Nous sommes dans un système sélectif qui forcément favorise l'excellence. Mais nous avons également le devoir d'accueillir des gens qui ne sont pas forcément excellents et de leur conférer une valeur ajoutée. C'est tout l'intérêt de cet exercice-là. C'est de pouvoir accueillir l'excellence, mais également des étudiants moyens et par un système d'innovation pédagogique, les accompagner et aiguiser leurs talents et les pousser justement vers cette excellence à la fin de leur parcours universitaire. Mais vous avez raison, quand nous recevons ces jeunes, ils sont brillants en maths, brillants en sciences physiques, principalement. Je parle évidemment du bac scientifique. Mais ils savent peu de choses, effectivement, de l'industrie, des projets. Donc nous avons été obligés dès la première année, à transformer notre manière d'enseigner. Fini aujourd'hui le cours magistral classique avec un professeur émetteur et des étudiants récepteurs, quelques travaux dirigés, etc. Dès le départ, nous sommes dans un système interactif d'une classe inversée où effectivement tout le bagage théorique, ce que nous appelons les connaissances, leur est déjà donné sur une plateforme digitale, il est à leur disposition, ils doivent s'en approprier à l'avance et ils viennent avec ce bagage de connaissances pour pouvoir le mettre en pratique en salle, en présentiel avec le cours, avec le prof. Donc aujourd'hui, nous avons à la fois mis en place ce qu'on appelle l'approche par compétences. Donc nous ne formons pas uniquement aux connaissances, mais surtout aux compétences, et les compétences métiers, cela va de soi. Et bien entendu, nous avons, dans le cadre de cette approche par compétences, élaboré ce qu'on appelle la pédagogie par projet. Dès la première année, on affecte à un étudiant un projet, voire même plusieurs. Il y a des projets qui peuvent être réalisés dans le court terme, sur l'année.
Mais il y a des projets sur le plus long terme qui peuvent carrément accompagner l'étudiant jusqu'à l'obtention de son diplôme. Cette nouvelle manière de faire permet de aiguiser effectivement leur talent, mais surtout leur pensée critique, leur manière de pouvoir analyser des problèmes, formuler des problèmes et trouver des solutions. Et c'est tout l'intérêt de cette formation dite interactive, focalisée davantage sur les compétences que sur les connaissances. Et dans l'espoir évidemment de faire sortir des gens qui sont capables de concevoir, de réaliser et carrément de créer leur propre start-up et leurs propres produits innovants. C'est une chaîne de valeur qui va devoir accompagner l'étudiant depuis le premier jour jusqu'à l'obtention de son diplôme et bien au-delà. Ben justement, Madame Gioudi, comment transformer de la manière la plus intelligente, surtout dans le domaine médical en tout cas, surtout qu'il existe énormément de filières, c'est sûr, à l'École supérieure Mohamed VI, comment transformer cet intérêt en une envie de faire, en un choix peut-être qui peut paraître en tout cas intelligent et certain pour l'étudiant? Alors, tout d'abord, dès la première année de l'étudiant à l'école, donc il y a une conférence, ce qu'on appelle une conférence d'intégration ou bien d'orientation, pour présenter les différentes filières qui sont offertes à l'école et qui sont proposées à l'école. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec le professeur, effectivement, il faut de l'innovation pédagogique dans l'offre de formation aujourd'hui, c'est une nécessité. Aujourd'hui, on parle de digitalisation, on parle de plein de choses. Donc, il faut préparer ces étudiants à ces outils. Comme je viens de dire, il y a le passage classe préparatoire. Donc là, il faut vraiment un accompagnement très approché des nouveaux bacheliers, je dirais. Donc, il y a des cours qui sont théoriques, il y a des cours qui sont accélérés, un rythme qui est très, je dirais, dur. Mais il y a quand même une bonne partie des cours qui sont, ou bien des visites qui sont programmées au niveau des établissements de l'écosystème. Et il y a aussi la partie, c'est ce qu'on appelle des modules à accès libre qui sont programmés au niveau de notre Fab Lab. Donc tous ces aspects permettent à nos étudiants, bien sûr, d'avoir une idée sur les différentes filières, sur les différents domaines, sur les différents outils qui sont présents aujourd'hui et les opportunités qui sont présentes. Des conseils sont donnés justement à certains étudiants, peut-être qui sont plus enclins peut-être à choisir une filière plutôt qu'une autre. À la fin des 2 années préparatoires, on organise encore une fois une journée d'orientation avec des experts. Peut-être des fois, on ramène nos lauréats pour des retours des expériences. Et c'est des conférences généralement qui sont... Bon, le premier public cible, c'est les parents généralement. Donc, ils demandent, ils posent des questions sur les débouchés. Et surtout après les 2 ans de classe prépa, ils commencent à construire des idées sur le secteur, avoir une idée sur les applications qui sont offertes. Donc là, c'est à ce moment que les étudiants arrivent à faire le choix et bien sûr, au niveau de l'école, on met à disposition de nos étudiants tous les outils nécessaires pour les orienter, pour réussir leur choix. Alors c'est une problématique que vous ne rencontrez pas, j'imagine, dans le domaine de l'aéronautique. C'est faire le fait qu'effectivement un étudiant puisse vous dire voilà, moi ce qui m'intéresserait peut-être c'est telle filière, tel segment plutôt qu'un autre. Oui, parce que pour nous c'est bien défini. Donc ils ont dès le départ ils font leur choix. Donc ils font les 2 ans de classe prépa intégrée et après ils enchaînent avec la spécialité. C'est une profession effectivement qui est en vogue, voilà, en tout cas il y a des lendemains qui chantent. Alors pratiquement on parle évidemment du savoir marocain dans ce domaine-là, peut-être en direction des pays africains. Et Dieu sait que peut-être le marché dans cette direction-là est énorme. Est-ce que vous prenez en considération cette donne aussi ? Parce que alors là, je vais vous donner aussi quelques chiffres. On dit que d'ici 2045, par exemple, les compagnies aériennes africaines auront besoin de quelques 1230 avions. Et là, j'imagine que vous avez du boulot. Oui, effectivement. En fait, il y a 2 aspects. En fait, pour
Pour les techniciens, je pense qu'il y a des instituts tels que l'IMA, l'ISMALA, d'autres centres comme le CFPNC qui font un excellent travail pour la formation des techniciens. Et donc il faut savoir que évidemment il y aura un grand besoin en termes de maintenance. Donc quand on parle de maintenance, il y a la maintenance préventive, il y a la maintenance corrective, il y a aussi des révisions majeures. Donc et ça demande beaucoup de ressources humaines qualifiées. Pour ce qui est ingénieur, donc il y a les ingénieurs, ils seraient évidemment impliqués dans la planification stratégique de la maintenance. Ils doivent veiller à ce que ces opérations de maintenance soient efficaces, sûres et qui respectent qui sont conformes aux normes internationales. Et dans ce sens, on essaye d'aller dans les tendances futures. Donc parce que comme on sait, il y a la maintenance maintenant en vogue, il y a la maintenance prédictive. Donc c'est pour ça qu'on a introduit dans notre programme de l'intelligence artificielle. Donc il y a des cours tels que data analytics, il y a le machine learning, il y a le deep learning. Donc ça permet aux étudiants d'être outillés pour affronter ce type de problématiques. Pour l'heure, c'est la filière maintenance qui, je dirais, qui marche le mieux, qui est la plus pratiquée. Est-ce que peut-être à moyen terme, d'autres segments sont prévus pour pouvoir effectivement peut-être répondre à un plus grand nombre du marché international? Oui, évidemment. Donc, si on parle des nouvelles, disons, des nouvelles filières, donc aux nouvelles tendances, c'est par exemple, il y a les technologies de drones. Donc maintenant, on utilise les drones dans plusieurs secteurs. Donc il y a la sécurité, la surveillance, il y a l'agriculture de précision. Et donc il y aura beaucoup d'opportunités dans ce sens. Il y a parce qu'on a parlé beaucoup de l'aéronautique, mais ça s'appelle aérospatial. Donc en fait, il y a aussi le côté spatial. Donc dans le programme, on a aussi la partie Space Mission Design, il y a le Rocket Propulsion, donc il y a des modules qui sont liés à le spatial. Donc et comme on sait tous qu'il y a beaucoup de croissance en termes de constellation des satellites, et donc dans ce domaine aussi il y aura des opportunités. Donc il faut vraiment préparer les ingénieurs pour être capables de répondre aux exigences et aux tendances futures. Professeur Louazani, on entend quand même, le défi est énorme, cela nous renvoie au capital humain. Est-ce que pratiquement notre pays est assez adapté, outillé pour pouvoir relever tous ces défis majeurs posés pratiquement dans tous les domaines? En matière de formation, évidemment. C'est tout l'intérêt. Quand un pays définit ses grands projets structurants sur le long terme et promeut le partenariat public-privé, au national comme à l'international, il se doit de mettre en place les moyens nécessaires pour former les ressources humaines à même de relever ces défis-là. Et il est vrai qu'aujourd'hui, il y a certainement un gros travail qui a été fait. D'abord, il y a eu des réformes concernant le système d'éducation et de formation. Cela concerne bien entendu l'enseignement supérieur, mais pas seulement. Également la formation professionnelle. Et j'insiste bien, la formation professionnelle a un rôle important à jouer dans la formation des milliers, voire même des dizaines de milliers de techniciens Bac+2 nécessaires pour ces secteurs-là. Mais il y a également des contraintes, notamment de qualité de formation. Quand il faut mettre en place les moyens, j'entends par les moyens d'abord les ressources humaines compétentes, à même de bien former, mais également les ressources matérielles nécessaires. Quand on parle du domaine de l'aérospatial et de l'aéronautique, par exemple, il ne faut pas occulter le volet recherche. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises dans ce domaine-là collaborent avec les universités. Si je prends l'exemple de l'université Euromède de Fès, nous avons aujourd'hui des partenariats forts avec Safran, qui finance un certain nombre de projets de recherche, notamment dans le domaine des matériaux. Vous savez que le carburant fossile dans le domaine de l'aéronautique est difficilement remplaçable aujourd'hui, mais pour réduire cette empreinte carbone
on a besoin d'alléger un peu les avions, et cela s'opère au moyen de matériaux composites qui, à caractéristiques mécaniques et thermiques égales, doivent être plus légers. Je pense en particulier au graphène, qui est un matériau léger, mais 200 fois plus résistant que l'acier. Et évidemment, c'est un matériau d'avenir dans plusieurs domaines, dans l'aéronautique. Maintenant, un grand défi également à relever, c'est celui de booster également la formation dite de masse. Aujourd'hui, la plupart ce qui compose aujourd'hui l'enseignement supérieur marocain, c'est notamment les grandes universités publiques avec des grandes facultés massives, et assurer une formation de qualité dans un système de masse requiert effectivement la mise en place de moyens, mais également un effort d'innovation, de transformation du processus d'apprentissage, en intégrant bien entendu la digitalisation, la mise à disposition de ces milliers, de ces dizaines de milliers d'étudiants de support pédagogique en ligne, en accès libre, dont ils peuvent disposer à n'importe quel moment, et puis de consacrer l'essentiel du temps en présentiel à des exercices, à des travaux dirigés, à des travaux pratiques, lesquels travaux pratiques nécessitent l'équipement de laboratoire avec des moyens de technologie performante aujourd'hui, et puis notamment leur permettre de réaliser des projets également, même dans ce système massif. C'est difficile à mettre en place, mais c'est un véritable défi à relever. Et puis, il ne faut pas l'oublier, en même temps que la formation d'ingénieurs ou de cadres techniques de qualité, il faudrait veiller également à leur formation en soft skills, en digital skills, en personal skills, en professional skills, donc améliorer leur niveau en langue. Et quand je parle de langue, je n'entends pas uniquement l'arabe et le français, mais beaucoup plus l'anglais, l'espagnol, l'allemand et bien d'autres langues encore. Améliorer leur capacité à analyser, à avoir cet esprit critique, donc leur donner également des notions sur la philosophie, sur l'histoire des sciences, sur l'histoire des civilisations. C'est important dans la carrière d'un cadre. Il faut qu'il soit un bon cadre qui maîtrise son métier, mais qui soit capable également de discuter, de convaincre, d'élaborer des projets, de monter des projets et de les réaliser jusqu'au bout. Il faudrait également leur donner l'occasion d'être des diplômés citoyens, conscients de leurs devoirs, mais également de leurs droits envers la société. Et pour cela, il faut leur inculquer des cours de responsabilité sociale, de développement durable et bien d'autres domaines encore. Oui, madame. Alors, justement, à mon avis, la clé, c'est de former des profils polyvalents, quelle que soit la spécialité choisie, que ce soit en aéronautique, en ingénierie de la santé, et puis de développer chez le lauréat ou bien les étudiants la capacité de s'intégrer dans un environnement et la capacité de développer les compétences pour être à jour. Parce que c'est vrai qu'on forme aujourd'hui, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va venir dans 3 ans, dans 5 ans, avec tout ce rythme de transformation, de transition. Alors, mais pour avoir je dirais des profils qui sont bien qualifiés, bien formés, tout commence par la formation et la qualité de formation. Ce que je dis toujours, la qualité a un coût. Donc, pour améliorer la qualité de nos formations, il faut investir sur les moyens pédagogiques, les travaux pratiques,
Et puis, si je prends par exemple l'exemple des ingénieurs biomédicaux, on forme dans un métier. On ne peut pas faire sortir un ingénieur en biomédical et il n'a jamais touché un appareil IRM, scanner, il ne sait pas c'est quoi. Si on parle de la formation, par exemple, bioinformatique, on ne peut pas faire confiance à un ingénieur qui n'a pas vu qu'est-ce qu'un séquenceur, génome. On parle aussi de l'intelligence artificielle aujourd'hui, et on sait très bien que aujourd'hui le frein qui est là, qui freine le développement de l'intelligence artificielle aujourd'hui au Maroc, c'est la data. Aujourd'hui, on a cette possibilité, autant qu'écosystème, on est producteur de la data. Donc, je pense que le ministère donc c'est sûr qu'ils ont fait beaucoup d'efforts là-dessus au niveau de la nouvelle réforme, mais je pense que ce genre de métiers doivent être développés dans un environnement convenable. Est-ce que vous vous sentez justement accompagné dans votre travail? Alors, pour nous, par exemple, on est un écosystème qui est complet. Là, c'est pratiquement un appel qui devrait être lancé. Oui. Pour l'école supérieure d'ingénieurs, Mohamed VI d'ingénieurs en sciences de la santé, on fait partie, comme j'ai dit, d'un écosystème qui est riche. On a la possibilité de voir le matériel de près. On a la possibilité d'exploiter la data qui est générée au niveau des hôpitaux. On a la possibilité d'envoyer nos étudiants dans, par exemple, le laboratoire pour voir qu'est-ce qu'un génome, comment font les analyses, comment développer un vaccin, comment ça se passe au niveau des laboratoires. Mais il y a aussi, comme je viens de dire, par exemple, si on parle aujourd'hui de la digitalisation, et c'est un volet qui est très important aujourd'hui dans le secteur de la santé et dans la nouvelle réforme du secteur. Et je pense que l'ingénieur qui est formé dans le digital en santé doit avoir une idée sur les contraintes, par exemple, des systèmes d'information hospitaliers aujourd'hui. Un système hospitalier ou un système d'information hospitalier doit être conçu d'une manière à faire communiquer tous les solutions qui sont présentes au niveau d'un établissement. Il doit générer de la data qui doit être exploitable avec les outils d'intelligence artificielle. Donc, je pense aujourd'hui, il y a le métier doit être développé dans son environnement, mais il y a aussi l'aspect polyvalence. Et comment est-ce qu'on développe chez le lauréat la capacité de s'intégrer dans un environnement choisi. Alors, data, digitalisation, j'imagine que ce sont deux données, deux contraintes qui ne sont pas vraiment des contraintes au niveau en tout cas pour le futur ingénieur de l'aéronautique. Je pense que ça doit tomber sous le sens, en tout cas comme exigence dès le départ. Oui, donc c'est... Comme j'avais dit, c'est une formation qui est multidisciplinaire par excellence. Donc ça contient en elle-même des sujets de la sorte. Donc en fait, pour faire un bon ingénieur aérospatial, juste pour aller dans le même sens de ce qu'a dit Monsieur Ouazzani, donc il faut d'abord commencer par des cours théoriques très approfondis. Donc, par exemple, dans notre école, on aborde la conception mécanique, la combustion, la propulsion, le système embarqué, donc l'aérostructure. Mais après, il faut accompagner ça par des laboratoires. Donc, on a des travaux pratiques. Et aussi, on applique l'approche PBL, donc Project Based Learning. Donc, les étudiants ils sont amenés à réaliser des projets. Donc, à partir de la 3e année, donc ils ont ils commencent par la conception et ils arrivent à la réalisation du prototype parce qu'on a un centre d'innovation et d'entrepreneuriat. Et après, donc, il faut aussi avoir des partenariats forts avec l'industrie. Donc, parce qu'il faut avoir le feedback des industriels, il faut avoir des intervenants, il faut augmenter le taux d'intervention des industriels. Donc, parce qu'en fait, comme j'avais mentionné avant, donc dans une quête
de qualité de l'enseignement et d'amélioration continue. Donc on a opté pour les accréditations internationales. Donc on a déjà obtenu l'accréditation CTI et maintenant on travaille pour l'accréditation ABET, une accréditation américaine. Et là, ils exigent d'avoir un advisory board où il y a des intervenants socio-économiques. Donc là, on a le feedback des industriels et on essaye d'aligner notre formation aux exigences du marché. Donc là, un autre point aussi, c'est la formation continue. Donc il faut toujours être à l'écoute, il faut être rapide aussi à répondre aux exigences du marché. Donc je donne un exemple. Récemment, on a été sollicité par Alten. Il y avait un besoin en termes de formation dans le domaine du ferroviaire. Donc ils ont gagné un marché avec Alstom. Et donc, on a pu organiser une formation avec eux pour le RAMS for Railway Engineering. Et maintenant, ils sont en stage pré-embauche. Et donc, ça, c'est très important aussi pour être toujours à l'écoute du besoin des industriels. Et last, not least, c'est comme a dit M. Ouazzani, c'est l'innovation, la recherche. Donc, il faut vraiment permettre aux étudiants d'innover, et dans ce sens, comme j'avais dit, donc on a un centre d'innovation et d'entrepreneuriat et on permet aux étudiants de mettre en pratique leurs idées et pour les idées matures, on va les accompagner pour créer leur start-up. La formation continue, elle est justement prise en considération justement d'une manière générale aujourd'hui quand il s'agit de former les jeunes au métier de demain. Oui, pour rebondir, avec Alten, nous sommes déjà à la 3e promotion. Nous avons un programme qui s'appelle Boost, le programme Boost. Nous sommes à Boost 3. Nous avons sorti 3 générations d'ingénieurs. En fait, Alten a déjà défini ses métiers. Et quand elle définit ses métiers, elle vient vous voir pour dire voilà les métiers d'Alten. Est-ce que vous êtes en mesure de nous accompagner pour fournir à nos compétences, à nos cadres les compétences qu'il faut pour bien exercer ces métiers. Donc cette façon de faire nous a permis de mettre en place une formation continue en alternance, diplômante, mais il s'agit d'un diplôme d'université. Et nous avons reproduit ce schéma avec d'autres entreprises comme CGI, le grand CGI Canada, donc le spécialiste du domaine du digital. Donc nous avons constamment aujourd'hui des promotions de différentes entreprises qui viennent chez nous, Alstom en l'occurrence, et qui se forment. Mais là, j'insiste bien parce que moi, je souhaiterais que vous réserviez une émission à cela. Pourquoi ? Parce que les métiers, notamment d'avenir, qui sont dynamiques, leur durée de vie rétrécit de jour en jour. Si bien qu'aujourd'hui, pour former un ingénieur, il faut 5 ans. Eh bien, quand bien même on fait ce travail d'anticipation pour imaginer l'ingénieur dans 5 ans, quand on le forme en 5 ans, le métier est déjà obsolète. Donc, le meilleur moyen de pouvoir maintenir les compétences... Donc, ça serait quoi ? Ça serait de raccourcir justement le... Non. Dites-moi. La formation initiale est nécessaire. Elle est nécessaire pour former cet ingénieur qui, on l'espère, dans 5 ans, sera toujours opérationnel dans ce métier-là. Mais comme les métiers changent, on est obligé d'accompagner la formation initiale par de la formation continue de court terme, qui peut être certifiante, mais de préférence diplômante. Aujourd'hui, nous avons une loi au Maroc, c'est la fameuse loi 77, mais c'est une loi qui n'a pas beaucoup avancé. Que dit cette loi ? C'est la loi qui régit, c'est la loi qui organise la formation continue au Maroc. Sauf que cette loi n'a pas beaucoup avancé parce qu'une loi a besoin de textes d'application et ces textes d'application traînent un peu. Par exemple, dans la formation continue, la question de la VAE, de la validation des acquis de l'expérience, est aujourd'hui d'actualité. Elle est dans la loi. Mais en VAE, nous n'avons rien fait aujourd'hui au Maroc. Dans la loi de la formation continue, il y a la question de la formation en alternance. Aujourd'hui, on n'a pas de texte qui régit convenablement qu'est-ce que c'est qu'une alternance ou une formation en alternance. Donc on a besoin d'un accompagnement juridique le plus tôt possible. Mais quel est l'intérêt de la formation continue ? Justement, ce sont des formations, c'est des bootcamps, c'est des formations de courte durée, intensives, dans un domaine particulier qui a besoin d'une mise à niveau. Et sans la formation continue,
on ne peut pas véritablement maintenir ces métiers d'avenir. Donc, ces formations de courte durée, ciblées pour des compétences bien définies, bien identifiées, est aujourd'hui absolument indispensable, sinon vital pour notre pays. Et cela concerne l'ensemble des secteurs, pas seulement le secteur économique ou le secteur industriel, mais également tous les autres métiers dans le domaine des sciences humaines, dans le domaine du business, dans le domaine de l'architecture, dans le domaine de la médecine, etc. Donc vraiment, on a intérêt à ce que la formation continue au Maroc se développe encore davantage au point de vue juridique, au point de vue du financement et au point de vue de la mise en œuvre pratique, pas seulement dans la formation professionnelle, mais également dans les établissements de l'enseignement supérieur. La formation continue, j'imagine, voilà, vous concerne vous aussi, peut-être, à l'école supérieure Mohamed VI. Oui, on est très conscient du rôle de la formation continue. Donc, en plus de la polyvalence en termes de profil, il y a effectivement des compétences qui sont demandées au fur et à mesure avec le développement technologique, avec le développement de chaque secteur. Donc c'est pourquoi à l'université Mohamed VI des sciences de la santé, nous avons développé carrément une entité spécialement dédiée pour la formation continue, qui est le centre de formation continue. Donc qui est ouverte à tous les établissements. La faculté de médecine, lorsqu'ils voient qu'il faut améliorer une compétence bien pointue, ils demandent ou bien ils développent le programme avec le centre de formation continue. La même chose, l'école d'ingénieurs, lorsqu'ils voient par exemple, aujourd'hui on parle de médecine connectée, on parle des objets connectés dans la santé, on parle de l'IA aussi. Et lorsqu'on parle de l'IA dans le secteur de la santé, généralement, le médecin, il est là, c'est un outil qui doit assister le médecin. Donc, l'utilisateur, c'est un médecin, c'est des infirmiers, c'est des gens qui ne sont pas vraiment formés dans la technologie. Donc, il faut quand même faire une formation sur l'usage, le niveau application de l'intelligence artificielle. Donc, justement, la formation continue, aujourd'hui, c'est un moyen qui est nécessaire, qui est, je dirais, obligatoire pour suivre ce rythme de changement. Est-ce que justement c'est pris en considération dans le domaine de l'aéronautique, par exemple? Parce que là, quand on entend Madame Gioudi effectivement parler de cette vitesse folle en matière d'évolution dans tous les segments d'activité, et cela renvoie effectivement à la formation continue, on a l'impression que dans le domaine de l'aéronautique, c'est peut-être un peu plus calme et que vous êtes peut-être moins poussé à revoir peut-être une méthodologie de travail dans un monde qui avance surtout. Pas forcément. C'est vrai que le métier de l'aérospatial, on pourrait dire, comme on dit en anglais, it's future proof. C'est-à-dire qu'il ne pourrait pas être obsolète donc, de sa matière, de sa nature. Donc en fait, il y a déjà, on intègre déjà de la programmation. Donc comme j'avais dit, c'est le métier le plus polyvalent par excellence. Donc c'est pour ça que évidemment, on doit toujours être à l'écoute du marché, on doit suivre les tendances futures. Donc c'est pour ça que, comme j'avais dit, on a introduit aussi des cours qui relèvent de l'intelligence artificielle. Donc c'est pour ça que je dirais que c'est très important de préparer les ingénieurs aux changements futurs et tout, mais quand même, il y a une base solide qu'il faut conserver, quand on parle de l'aérodynamique, ça va rester toujours là. Donc, il faut avoir les bases de l'aérodynamique, les bases de la combustion, les bases de la conception mécanique. Après, c'est vrai, il faut avoir un complément des modules qui sont exigés par les tendances actuelles au futur du marché. Alors on arrive au terme de ce débat, je vous donne juste une minute chacun, c'est un peu la tradition pour faire la conclusion en tout cas de cet entretien et peut-être un peu de la vision que vous avez en tout cas dans votre métier précisément. Alors ce que je peux dire, donc aujourd'hui à l'écosystème Fondation Mohamed VI des sciences de la santé, aujourd'hui on est devenu non pas seulement utilisateur de la technologie, mais producteur de la technologie grâce à nos lauréats.
Donc, c'est un choix de filière qui a premièrement un impact sur la société. C'est une valeur ajoutée en termes d'amélioration de soins, de qualité de vie de citoyens. Aujourd'hui, donc, comme j'ai dit, depuis 2014, on était présent à Casablanca, mais à partir de l'année prochaine, on sera présent à Rabat et à Dakhla aussi pour le développement de la filière génie biomédical. Donc, j'invite les étudiants à consulter le site pour avoir plus d'informations sur les opportunités offertes. Voilà, à vous professeur. D'abord, vous réitérez mes remerciements pour avoir accueilli l'Université Ahmed de Fès aujourd'hui. Moi, je pense que nos jeunes bacheliers doivent absolument être d'abord à cheval sur l'offre universitaire de manière générale en matière de formation, mais ils doivent surtout s'assurer de la qualité de la formation qu'ils vont devoir acquérir. Et la qualité de la formation, c'est une chaîne de valeur vraiment qui commence dès la sélection et qui se poursuit avec une ingénierie pédagogique qui tient compte absolument des besoins du marché en termes de formation et de recherche, qui se poursuit par un travail d'ingénierie pédagogique qui permet de concevoir les cursus à même de répondre à ces besoins, qui se poursuivent par une mise en œuvre de cette offre pédagogique en garantissant les ressources nécessaires, les bonnes ressources humaines, mais également les équipements, les moyens, les plateformes technologiques, les laboratoires qu'il faut. Et puis, poursuivre avec un système d'évaluation. L'évaluation est incontournable dans une démarche qualité. L'évaluation des étudiants classiques, mais également l'évaluation des enseignants par les étudiants. Il faut donner le moyen à nos étudiants d'évaluer leurs professeurs autrement que par l'absentéisme ou par le chahut. Donc, régulièrement, nous procédons 2 fois par an à une évaluation de nos enseignants, je ne parle pas de l'évaluation de l'enseignement, des enseignants par les étudiants. Et puis, une évaluation de nos lauréats. Cela s'opère par le suivi sur le terrain. Donc, il y a des enquêtes de suivi des lauréats sur le terrain. Ces enquêtes concernent d'abord le lauréat lui-même. Il reçoit un questionnaire dans lequel il s'exprime et il dit combien il est satisfait ou insatisfait de la formation et combien cette formation a été bénéfique pour lui dans sa carrière. Un questionnaire adressé aux entreprises pour savoir quelles entreprises recrutent et dans quel domaine et dans quelles conditions. Et même un troisième questionnaire adressé aux universités pour savoir si nos étudiants poursuivent, notamment dans le domaine de la recherche. Voilà. Moustapha Fakher, votre dernier mot, votre conclusion à propos de la formation justement dans l'aérospatiale et l'aéronautique. En fait, je pourrais dire aussi que voilà, le secteur de l'aérospatiale au Maroc se porte très bien. Donc c'est un secteur avec un chiffre d'affaires en 2022 de 20 milliards de dirhams, avec une forte croissance de chiffres. Donc le futur est radieux. Donc il y a moyen à développer. Donc il y a une ambition à avoir un avion 100% marocain. Le taux d'intégration actuel est de 40%, mais avec l'avenue du géant mondial Pratt & Whitney, qui est avec son écosystème de turboréacteurs, le taux d'intégration va encore augmenter. Il y a des challenges tels que la décarbonation. Donc il y a plusieurs choses à développer pour l'allègement de nos structures. Et il y a aussi le développement de l'industrie militaire. Donc il y a les drones, donc le futur est radieux et nous on va tout faire pour accompagner le Maroc dans ce processus d'accélération industrielle. Merci beaucoup à vous tous, Madame
Basma Djioudi, merci encore une fois. Je rappelle, vous êtes directrice de l'école supérieure Mohamed VI d'ingénieurs en sciences de la santé, professeur Louazzani, Tawfiq Louazzani, vice-président de l'université Euromed de Fès. C'est Moustapha Fakir, merci beaucoup à vous aussi. Vous êtes le doyen de la School of Aerospace and Automotive Engineering. Voilà, on termine ce débat. Encore une fois, merci d'avoir répondu à nos questions, à des questions en tout cas que beaucoup de personnes se posent évidemment, qui nous regardent là en ce moment, qui nous écoutent aussi. Et voilà, des questions dont je ne suis que le modeste porte-parole. Merci encore une fois, c'est l'heure des experts, c'est terminé. Merci, à très bientôt. Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'École supérieure Mohamed VI d'ingénieurs en sciences de la santé, Université Euromed de Fès et Université internationale de Rabat, UIR.